Le match est repris par les pouvoirs qui me sont conférés par Eloquence Club de Plaidoirie. Je déclare ouvert le match ou le plaidorama, l'ultime verdict entre Christophe et Pétion. Partie de m'adresse, vous avez la parole. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, c'est avec un cœur rempli de peine que je regarde quand même, malgré toutes les exactions posées par le président Pétion, il a su trouver des défendeurs. La partie adverse a dit que si c'était sous Christophe, vous n'auriez pas pu hériter de votre père. Eh bien, très cher partie adverse, il faut dire que Christophe t'a encouragé le travail. Pour bien avec souhait front, pour pas attendre bien papa. C'est ça qu'elle voulait que... Cette même partie adverse nous a également dit que par rapport à son discours, si Christophe était là, il aurait ordonné de l'exécuter. Mesdames et messieurs, c'est un procès d'intention. Qui a vraiment dit que Christophe allait le faire? D'accord. La partie adverse a encore dit, bon, il faut dire que c'est une partie qui a beaucoup parlé, mais pour ne rien dire. La partie adverse a dit que Pétion a 3 statuts. Il faut dire que, très cher partie adverse, encore une fois, Christophe ne cherchait pas la gloire. Christophe ne cherchait pas la lumière. Mais Christophe voulait travailler pour son peuple. Christophe voulait imposer la discipline, la rigueur, le travail, l'éducation pour son peuple. C'est pourquoi aujourd'hui, on peut constater que ailleurs, Pétion a 3 statuts. On dit souvent que ceux qui ne travaillent pas, on leur donne toujours de la gloire. Apparemment, c'est vrai pour Pétion. Mesdames et messieurs, le premier débatteur de la partie adverse a parlé du premier débatteur de mon équipe. Il faut dire que ça, c'est un sophisme ad hominem. Cette partie a pris le malin plaisir d'attaquer personnellement mon coéquipier au lieu d'attaquer son argumentation. Et Pierre Blackburn définit le sophisme comme étant un raisonnement faux. Mesdames et messieurs, la partie adverse a comparé la période de Christophe et notre période, la période de Christophe où il fallait instaurer une discipline, et notre période où les droits humains règnent encore aujourd'hui. Et ça, c'est de l'anachronisme idéologique. Je vais vous dire c'est quoi l'anachronisme idéologique. Selon le Centre national de recherche textuelle et lexicale, l'anachronisme idéologique est le fait de juger ou d'interpréter une idée, des événements, une idée, des personnages ou des décisions du passé avec les critères idéologiques du présent. Donc on ne peut pas comparer la période de Christophe et notre période. La partie adverse nous a demandé également à quoi sert la citadelle. Selon Michel Souka, dans son ouvrage Discours et proclamation dans l'histoire d'Haïti, la citadelle La Ferrière est classée comme un patrimoine de l'UNESCO en 1982. Et selon ce même auteur, dans son ouvrage
il nous a parlé de Fasti qui a déclaré au roi Christophe, permettez-moi, chère assistance, de vous donner lecture. Sœur, lui dit-il, la plupart des rois ont construit des monuments qui ont fait leur gloire et éternisé leur nom, tels que les pyramides d'Égypte, le fameux labyrinthe de Crète. Mais aucun de ces monuments n'a été construit à l'utilité de leur peuple. Tandis que, écoutez bien, cette citadelle où nous sommes, construite par le génie de votre majesté, est le palladium de notre liberté et de notre indépendance. Vous n'entrerez dans la ville du Cap que lorsqu'elle sera réduite en cendres, et même sur ces cendres, je vous combattrai encore. Quelles ont été les déclarations, les mots du général responsable face aux menaces extérieures? Distingués membres du jury, Select Assistance, ce soir, il faut dire que nous ne sommes pas réunis pour jeter de l'ombre du mépris sur la mémoire de quiconque. Au contraire, nous sommes ici pour réclamer, pour demander, au nom de la vérité et de la justice, que chaque dirigeant réponde des traces qu'il a laissées à travers l'histoire. En 1804, du brasier de la Révolution est née la nation haïtienne, forgée dans le sang, le courage et la flamme indomptable de la liberté. Ce jour-là, un peuple d'anciens esclaves, autrefois courbés sous le joug de la servitude, s'est dressé avec la dignité retrouvée de l'humanité. Haïti, première république noire, libre et indépendante du monde, a alors fait trembler les trônes, ébranler les empires et éveiller les consciences endormies pour ensuite graver dans le marbre du temps les mots liberté et dignité humaine. Malheureusement, aux yeux des puissances impérialistes, cette jeune nation sortie des entrailles de la servitude apparaissait comme une brebis galeuse dans le troupeau docile des empires, une plaie vivante dans l'ordre colonial, un symbole dangereux, une étincelle capable d'enflammer les chaînes encore intactes ailleurs. Haïti dérangeait, Haïti effrayait, mais le plus important, Haïti inspirait. Conscient de la fragilité de ce berceau de liberté, Henri Christophe, en sa qualité de premier des citoyens, a senti le poids de l'histoire peser sur ses épaules. Il a compris une chose, il a compris que gouverner Haïti, ce n'était pas seulement régner, mais gouverner Haïti, c'est protéger un rêve né du sacrifice. Et pour cela, il a pris les mesures nécessaires. Il a pris les mesures qu'imposait sa responsabilité patriotique en vue de rendre fière, prospère la mère de la liberté des Noirs. En ce sens, nous affirmons que Henri Christophe fut le précurseur de l'état de droit en Haïti. Et ceci pour deux raisons principales. Premièrement, en 1811, Christophe a mis en place une constitution propre. Mesdames et messieurs, avant d'avancer plus loin, qu'il me soit permis de définir pour vous les concepts état de droit et constitution. Le professeur Montferrier d'Orval, dans son article « État de droit, garant de la stabilité et du progrès », définit l'état de droit comme étant
tout État qui fait du droit le fondement et les limites de son action. Et le vocabulaire juridique de Gérard Cornu définit la Constitution comme étant un ensemble de règles suprêmes fondant l'autorité étatique, organisant ses institutions, lui donnant ses pouvoirs et souvent aussi lui imposant des limitations, en particulier en garantissant des libertés aux sujets ou à ses citoyens. Cette constitution, à savoir celle de 1811, était le socle, la base sur lequel se reposait le royaume du Nord. C'était le cadre légal et institutionnel encadrant les actes du roi Henri Ier. Ces éléments montrent que Christophe, en plaçant la Constitution et l'ordre institutionnel au cœur de son pouvoir, fut un acteur clé de la construction des bases de l'état de droit dans le pays. Ce geste institutionnel démontre la velléité de Christophe de conduire son peuple vers un état de droit fort, pas une démocratie boiteuse comme celle de Pétion dans l'Ouest. Deuxièmement, Christophe a procédé à une codification légale. En 1812, Christophe a mis en place un recueil de lois très complet, appelé le Code Henri. C'est un document officiel publié sous le règne de la monarchie d'Henri Christophe. Il contient une diversité de lois portant sur les matières civiles, commerciales, maritimes, culturelles, criminelles et j'en passe. Ce code avait permis une réglementation relativement stable et formalisé le comportement individuel. Ce code était également un marqueur fort de l'organisation juridique formelle d'un État, nécessaire à un État de droit, un rempart contre tout système autoritaire. Mesdames et messieurs, le fait de promulguer un texte constitutionnel, c'était la justification, la preuve que Christophe ne demeure pas là où il y a le désordre. Christophe ne demeure pas là où il y a de la corruption. Christophe ne demeure pas dans l'anarchie. Au contraire, en tant qu'homme vertueux, en tant qu'homme qui respecte les principes, qui croit dans les principes, Christophe n'avait pas profité pour renvoyer le Sénat comme avait fait Pétion dans l'Ouest. Christophe était un roi, un homme qui demeure dans la légitimité, dans la légalité. Christophe veut toujours la visibilité des règles, ce qui est un pas vers l'état de droit. Car pour lui, tout pouvoir doit être encadré, limité par la loi, contrôlé par d'autres institutions étatiques. Chère assistance, fort de tout cela, sous le règne de Christophe au 19e siècle, retenez bien s'il vous plaît, au 19e siècle, l'état de droit était garanti. Alors que ce concept, à savoir l'état de droit, est un principe qui va être théorisé par le juriste autrichien Hans Kelsen jusqu'au XXe siècle. Ce qui nous permet de dire, mesdames et messieurs, Christophe était un visionnaire en avance de plus de 2 siècles sur sa génération. Selon le Centre national de ressources textuelles et lexicales, un visionnaire est quelqu'un qui a une perception extraordinaire et exacte du futur. Eh bien, chers Capois et Capoises, soyez fiers. Nous en avons un. Christophe en était un. Et je vais vous dire pourquoi. En tant que dirigeant d'une nation naissante, il a compris que le pays ne peut pas vivre en autarcie et qu'il faut prendre des mesures pour protéger l'exploit de la bataille de Vertières et se préparer pour rivaliser avec les puissances internationales sur le plan commercial, diplomatique, militaire et éducationnel. Pour cela, Christophe a procédé à la création d'une unité d'élite comme gardienne de la souveraineté nationale. Car le pays était sous menace de recolonisation. Donc, la création d'un système de défense militaire redoutable
et la construction de forteresses et de fortifications était d'une nécessité absolue. Selon un article publié par Nofi Media intitulé « Exploration des constitutions haïtiennes, focus sur le royaume d'Haïti ». Deuxièmement, mesdames et messieurs, Christophe avait compris que la force des armes est insuffisante pour rivaliser avec les puissances internationales. C'est pourquoi le roi Henri Ier a mené une révolution économique et monétaire. Cette dernière, c'est-à-dire la révolution économique et monétaire, lui a permis d'initier des échanges commerciaux avec les États-Unis et les puissances de l'Europe par troc. Mais, assurément, vous vous demandez quelle a été l'innovation. Vous voulez le savoir? Vous voulez le savoir? Alors, je vais vous le dire. Selon un article publié par le National sous le titre « Henri-Christophe le Bonhomme écartelé », le 2 septembre 1807, Christophe ordonna de frapper la toute première monnaie haïtienne. Cette initiative était visionnaire car elle dotait le pays de son propre système monétaire, marquant ainsi la deuxième indépendance du pays vis-à-vis de la métropole française. Et c'était une indépendance économique. Troisièmement, mesdames et messieurs, Christophe était le restaurateur de la richesse nationale. Selon Rémy Zamor, dans son ouvrage Histoire d'Haïti de 1804 à 1884, Christophe avait un rêve immense. Faire progresser le pays, multiplier les ressources de revenus afin de garantir l'indépendance physique et territoriale de la jeune nation. Pour parvenir à cela, il savait pertinemment qu'il lui faudrait un plan. Eh bien, c'est pour cela qu'il va établir une politique économique axée sur une politique agraire visant à lutter contre l'oisiveté, le vagabondage. Visant à lutter contre l'oisiveté et le vagabondage. Suivez, chers partis adverses. Car pour Christophe, chaque citoyen doit être utile. Tous ces citoyens doivent être utiles dans la production nationale de denrées et de produits de bonne qualité comme le café, le coton, l'indigo, le cacao, l'igname, le maïs, etc. Ensuite, Christophe a mené une politique commerciale. Cette dernière lui a permis d'avoir des échanges commerciaux avec l'Angleterre, les États-Unis, la Suède et j'en passe. Ainsi, le commerce devient florissant. L'or coule à flot. L'économie est en bonne santé. En gros, la richesse nationale est restaurée. Donc, le roi Christophe savait que si l'on veut conquérir et être compétitif sur le marché international, une économie en bonne santé, une production nationale fructueuse, une armée forte et une diplomatie avec des têtes aussi bien pleines que bien faites sont d'une nécessité absolue. Mesdames et messieurs, fort de toutes les bases posées par Henri-Christophe, il est clair que ce grand visionnaire préparait Haïti pour la mondialisation. La mondialisation se définit selon la Commission européenne comme étant le processus par lequel l'interdépendance entre les marchés et la production des différents pays s'accroît sous l'effet des échanges de biens et de services. Et l'interdépendance, mesdames et messieurs, constitue l'épine dorsale, la base de la mondialisation. Et c'est ce qu'avait compris Christophe. Mesdames et messieurs, très probablement, la partie adverse vous dira que Pétion distribuait des terres en lot. Et je vous dis que Pétion faisait cette distribution
au cas où les Français reviennent. Ils pensent que les propriétaires se soulèveraient pour défendre leur propriété. Simplement pour ça. Alors que Christophe lui-même, pour se préparer contre toute tentative de recolonisation, il a construit des forts pour créer le sentiment d'appartenance à cette terre. Christophe a offert à son peuple de l'éducation et de l'instruction. Nelson Mandela eut à dire que l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Eh bien, mesdames et messieurs, Christophe était un grand visionnaire. Avant Nelson Mandela, Henri Christophe a pu comprendre que l'éducation est l'arme la plus puissante pour solidifier et construire une Haïti forte et prospère. Donc, Mandela ne faisait que mettre des mots sur les actes du roi Henri Ier. Merci. Honorable membre du jury, nous de la partie défendresse, nous avons pris plaisir à écouter pour la énième fois le discours ô combien facile de la partie adverse. Car défendre Henri Christophe est une tâche facile qui n'exige aucun grand effort cérébral. Mesdames et messieurs, Christophe, sur les pages de l'histoire, a fait couler l'encre à flot. Nous autres, de la partie défendresse, il nous a été difficile de trouver des sources, des faits qui parlent d'Alexandre Pétion, ce héros de l'indépendance qui a été invisibilisé éditorialement. C'est pour cela que nous, de la partie défendresse, nous venons marquer vos esprits ici, ce soir, par les faits, dont l'histoire parle tout bas. Tout d'abord, je voudrais continuer mon argumentation. Merci. Nous de la partie défendresse, aujourd'hui, ce soir, nous voulons tracer l'exemple. Nous voudrions extirper du marasme idéologique la partie adverse. Je vais réfuter sur quelques points. En parlant du sophisme ad hominem, nous sommes désolés, chers partie adverse, il nous semble que la partie a mal lu la définition. Le sophisme ad hominem consiste à attaquer directement la personne sur ses apparences, sur sa personnalité, sur son intégrité physique. Ma consoeur, en indiquant le premier avocat débatteur de la partie de Mondresse, n'a fait qu'attaquer les dires de l'avocat débatteur et non directement attaquer sa personnalité. Ensuite, autre erreur monumentale de la partie adverse, lorsque ma consoeur Samantha Desforieux avait dit que vous, dans la salle, vous n'auriez pas pu hériter de votre père parce que sous l'héritage, sous le royaume de Christophe, il était impossible pour les enfants naturels d'hériter des biens. La partie de Mondresse a fait le sophisme de l'épouvantail. Le sophisme de l'épouvantail implique de dénaturer l'argument de l'autre pour le faire apparaître plus faible. Qu'est-ce qu'a fait la partie adverse? La partie est venue dire, pour contrecarrer cet argument, que Christophe avait prôné le travail, il fallait travailler, il fallait manger à la sueur de son front, pendant qu'on parlait d'une affaire d'héritage d'enfants légitimes et d'enfants naturels. Maintenant, je lis pour vous, dans l'ouvrage de Wessner Emmanuel, titré « Saint-Domingue redevient Haïti ». Il avait été dit que le code d'Henri, le fameux code, a décrété que les enfants légitimes peuvent hériter des biens de leurs parents, tandis que les enfants naturels, comme ma consoeur, ne peuvent hériter que du tiers. C'était ça l'histoire, mesdames et messieurs. Maintenant, voilà une série de questionnements. Vous dans la salle. Maintenant, une série de questionnements. Vous dans la salle, qui êtes des enfants naturels, si l'héritage
l'héritage de Pétion, si l'héritage, pardon parce que l'erreur est humaine, si l'héritage d'Henri Christophe avait été jusqu'à présent, auriez-vous pu hériter de la totalité des biens de vos parents qui n'ont pas pu ou n'ont pas choisi de se marier? Je poursuis pour vous. Distinguez membres du jury, suivant une approche comparative, loin du sophisme de la double faute, la partie défendresse argumente. Mais avant tout, nous allons faire un survol historique. Dans son ouvrage, Le pays en dehors, de Gérard Barthélemy, nous avions appris que dans la société post-esclavagiste, un désir aussi fort que le désir de liberté planait sur toute la société. Ce désir n'était autre que le désir d'égalité. Les hommes libres de la nouvelle société recherchaient la reconnaissance de la qualité d'homme. Ils étaient avides d'égalité. Maintenant, voyons voir, suivant cette approche comparative, entre Alexandre Pétion et Henri Christophe, lequel des deux héros a mieux encadré l'égalité en Haïti? Nous, de la partie défendresse, nous disons que Alexandre Pétion est le garant de l'égalité et de la liberté individuelle. Il a garanti l'égalité et la liberté individuelle sur les plans social, politique et religieux. Maintenant, sur le plan politique, voyons voir. Pétion a garanti l'égalité en toute liberté. Dans la Constitution de 1816 d'Alexandre Pétion, cette égalité est garantie en les articles 4 et 8. L'article 4 dit que le gouvernement d'Haïti n'est point héréditaire, il est électif. Et ensuite, en l'article 8, il a dit l'égalité n'admet aucune distinction de naissance, aucune hérédité de pouvoir. Maintenant, il faut voir du côté de Christophe. Henri Christophe, dans sa constitution de 1811, dès le préambule et pour aller plus loin dans l'article 1er, il a dit que le président Henri Christophe est déclaré roi d'Haïti sous le nom Henri Ier. Ce titre, ses prérogatives et immunités seront héréditaires dans sa famille pour les descendants mâles et légitimes en ligne directe par droit d'aînesse à l'exclusion des femmes. Voyons voir maintenant la balance historique. Alexandre Pétion, dans la Constitution de 1816, avait déjà résolu ce problème qu'on connaît encore aujourd'hui avec le système patriarcal, mais qui est en train d'être résolu. Il avait résolu cette question de genre. Il avait favorisé un pouvoir inclusif. Il avait déjà résolu l'accès aux femmes, aux pouvoirs les plus importants dans ce pays. Maintenant, avec Henri Christophe, que voyons-nous? Le pouvoir est uniquement passé de père en fils et non de père en fille. C'est impossible. Maintenant, nous disons que sur le plan social, Alexandre Pétion a garanti l'égalité en toute liberté. C'est bien dommage pour la partie adverse animée d'un excès de zèle et d'un fanatisme aveuglé. Malheureusement, la partie n'a pas pu cerner quelques détails. En l'article 20 de la Constitution de 1816, il est disposé que tous les devoirs de l'homme et du citoyen dérivent de ces deux principes, gravés par la nature dans tous les cœurs. Ne faites pas à autrui ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fît. Faites constamment aux autres tout le bien que vous voudriez en recevoir. Déjà, Alexandre Pétion avait résolu le problème de corruption, le problème du vivre ensemble. Maintenant, je poursuis pour Henri Christophe. La partie demanderait s'était enorgueillie de parler de la Constitution de 1811, mais ils ont oublié que sur le plan social, Henri Christophe, des 8 titres de la Constitution de 1811, qui consacre sa monarchie d'ailleurs, n'a disposé d'aucun article relatif aux droits et devoirs du citoyen. La fable politique du monarque. La fable politique du monarque s'asseyait uniquement sur le dictat de loi pour assurer la pérennité de sa fonction et celle de ses privilégiés. Les citoyens portaient peu dans sa monarchie. Maintenant, sur le plan religieux,
nous disons que Alexandre Pétion a garanti l'égalité en toute liberté. Selon l'Alain Curbon, dans l'ouvrage collectif titré La jeunesse de l'État haïtien, il a dit que Pétion ne soutient pas de manière officielle le vaudou, mais il demeure tolérant pour les pratiques. Contrairement à Christophe, tantôt il persécute les vaudouisants, tantôt il les utilise pour ses affaires cachées. Ça veut dire, ouah, des gains yon grain en autre caille offert. Ici, le roi, en vénérant le Dieu de ses maîtres, le Dieu des Blancs, a préféré asseoir la religion catholique au détriment du culte de ses ancêtres. Nous avons montré que Alexandre Pétion a garanti l'égalité en toute liberté sur les plans politiques, social et religieux. Maintenant, mesdames et messieurs, qu'est-ce qui importe le plus? Gouverner pour ses citoyens et avec ses citoyens ou gouverner pour satisfaire son propre ego? À la partie demanderait de se répondre. Maintenant, je poursuis. C'était un élassable refrain de l'autre côté à entendre que Henri-Christophe Laportie défendrait sa dire qu'Henri-Christophe était un tyran. Oui, maintenant nous l'affirmons. Henri-Christophe était un tyran narcissique. Sans prétendre d'être psychologue ou expert du comportement, à la lumière des faits et de la science, par ses actes, nous allons vous le prouver. Selon le DSM-5, manuel psychiatrique et statistique des troubles mentaux, la caractéristique essentielle de la personnalité narcissique est un mode général envahissant de grandiosité, de besoin d'être admiré et de manque d'empathie. De nos jours, nous nous demandons combien de nos dirigeants souffrent de ce trouble pathologique. Je ne vais pas répondre et je ne demande à quiconque d'ailleurs de le faire, mais ce qui est sûr, ils ont hérité ce trouble d'Henri-Christophe. La partie de Mandresse a beau défendu pour dire que Christophe ne recherchait pas la loi. Maintenant, voyons voir avec les faits historiques. En ce qui a trait à la grandiosité et le besoin d'être admiré, Henri-Christophe était bel et bien un tyran narcissique. Selon Michel Hector, dans son article « Une autre voie de construction de l'État-nation, l'expérience christophienne 1816-1820 », il est dit que les titres de noblesse d'Henri-Christophe étaient le symbole de ce qu'on appelle en sociologie de la distance sociale entre la nouvelle aristocratie et le gros des cultivateurs. Donc, en agissant ainsi avec de tels titres de noblesse, il ne faisait que reprendre ce que Pierre Bourdieu appelle la violence symbolique. Ensuite, selon l'ouvrage collectif encore La jeunesse de l'État haïtien, avec Michel Hector, nous avions compris que Henri-Christophe, pour démontrer l'opulence de sa monarchie, la famille royale figure une liste impressionnante de maisons de plaisance, châteaux, sucreries, cotonneries, arts et hâtes qui ne riment aucunement avec la volonté réelle de maintenir la production collective. Donc cette utopie relevée par la partie adverse pour dire que Christophe voulait favoriser l'économie à grande échelle, une économie pour toute la nation, ce n'était pas vrai. C'était uniquement pour grossir les finances de son royaume afin de se montrer différent face à Alexandre Pétion, le leader du Sud. N'oublions pas, mesdames et messieurs, que ce même peuple du Nord avait aussi combattu valablement pour sa liberté. Mais qu'est-ce qu'a fait Christophe? Il les a soumis à un régime féodal de travail forcé, impliquant des châtiments corporels. Qu'avaient fait vos ancêtres? Qu'avait fait le peuple du Nord, ayant aussi valablement combattu pour leur liberté, pour mériter ou encore pour subir les châtiments de monarques malades? Je poursuis. Maintenant, ce qui a trait au manque d'empathie, je corrobore les dires de mes consoeurs qui Michel Lamy, Renadel Placide et Samantha Desvarieux. En ce qui a trait au manque d'empathie, il est dit que le désir du petit peuple du Nord de préserver la liberté et d'acquérir l'égalité était ignoré. Au
lieu de mettre son empathie au service du peuple, selon le docteur Ernst Bernardet dans son ouvrage Histoire économique et sociale d'Haïti de 1804 à nos jours, le roi Henri Ier a préféré renforcer un régime féodal tout en distribuant des terres aux grands dignitaires de son royaume. Les terres n'étaient pas pour tout le monde, et bien sûr à ses collaborateurs immédiats. Contrairement à Alexandre Pétion, qu'est-ce qu'il a fait? En tant qu'homme lucide, comme vous l'avez dit, Samantha Desvarieux, il a fait preuve d'empathie. Lorsque la partie adverse a dit la politique de redistribution des terres de Pétion, ce n'était qu'un écran de fumée parce qu'il craignait le retour des Français. Chers partis adverses, nous vous demandons votre base scientifique pour certifier que Pétion craignait le retour des Français. C'est pour cela qu'il avait distribué des terres. Maintenant, voilà ce qui est dit, selon les sources historiques. Toujours avec Wester Emmanuel, dans ses domaines redevient Haïti, il a dit que la politique agraire, multiforme et fille du moment de Pétion doit être jugée selon le contexte de l'époque, en fonction des intérêts politiques et des difficultés qu'il est appelé à confronter tout au cours de son gouvernement dans l'Ouest et dans le Sud. Contrairement à Henri Christophe, malade, sociopathe, il se la coulait douce dans le royaume du Nord. Toujours pour vous démontrer son déficit d'empathie, comme Samantha Desvarieux vous l'avait dit, après l'échec total de son armée au siège de Port-au-Prince, Henri Christophe, furieux de cette défaite, rentra à Douillard où il ordonne d'exécuter tous les gens de couleur qu'il accuse de sa défaite à Port-au-Prince. Mesdames et messieurs, c'étaient des innocents, des personnes qui n'avaient rien à voir avec ces défaites à Port-au-Prince. Ces personnes-là avaient été massacrées. Hommes, femmes, enfants, personnes malades, infirmes, tout le monde était massacré. Est-ce là le comportement d'un roi lucide? Mesdames et messieurs, demandez-vous cela. Est-ce que le roi Henri Ier disposait de toutes ses facultés mentales? Je fais appel à votre sens de discernement. Je vous demande, cher public, d'écarter tout fanatisme et d'analyser les faits au regard de la science. Après que la partie défendresse vous ait démontré que Henri Christophe était un tyran narcissique, parce qu'il remplissait toutes les conditions de la personnalité narcissique, à savoir le désir de grandiosité, le manque d'empathie, et ensuite, comme on pourrait le citer, le besoin d'être admiré. Et nous vous avons montré aussi entre le monarque Henri Christophe et le leader, ou encore le républicain Alexandre Pétion, qui était à la hauteur pour l'égalité en Haïti. Fort de tout ce qui précède, mesdames et messieurs, nous de la jeunesse éclairée de ce pays, à la lumière de l'analyse des héritages d'Henri Christophe et d'Alexandre Pétion, nous nous rendons compte que la monarchie d'Henri Ier est tombée sous le poids de la faiblesse du tyran. Et la République, jusqu'à présent, a encore du mal à tenir debout. Tout cela à cause de quoi? À cause du désir de bien faire, tantôt de Christophe, tantôt de Pétion. L'analyse de ces deux modes de gouvernement différents, de ces deux visions diamétralement opposées, nous a permis, nous de la partie défendresse, de comprendre que les échanges constructifs dans la tolérance des idées divergentes de l'un ou l'autre héros, matérialisés par des actions concrètes, nous auraient légué un meilleur héritage. C'est bien pour cela que nous, de la partie défendresse, invitons ce soir, au rendez-vous de l'histoire et aussi du temps, Henri Christophe et Alexandre Pétion à faire la paix dans le monde parallèle d'où ils nous ont convoqués à nous entre-déchirer par les mots, juste pour avoir raison. C'est pour cela aussi que moi, en tant que fille de la cité d'Henri Ier, ce soir, au rendez-vous de l'histoire et aussi du temps, je fais preuve de grandeur avec mon équipe ici présente pour inviter la partie de Mondresse à unir sa voix à la nôtre
pour nous entendre, afin de diriger le pays autrement. Monsieur le capitaine qui mène le bateau de la partie de Mondres, Monsieur le capitaine qui mène le bateau de la partie de Mondres, au lieu de terminer mon discours par l'adage latin qui dit alia iacta est, qui signifie que les dés sont jetés, je voudrais de préférence terminer mon discours par un geste symbolique pour réparer les tares de nos héros. Monsieur le capitaine, j'espère bien que vous êtes galant. Je vous tends la main aujourd'hui, capitaine, pour l'unité, la paix et la mémoire. Merci beaucoup, Madame la capitaine. Alors, comme vous l'avez fait, j'invite mon équipe à rejoindre l'équipe de Pétion pour l'unité et la paix. Mesdames et messieurs, c'est l'assistance. Pétion d'un côté, Christophe de l'autre côté. Nous avons vu, nous avons su comment ça a été dans l'histoire. La guerre, la division, la bataille de Sidère. Plusieurs Haïtiens ont été assassinés. Aujourd'hui, nous vous invitons, chère assistance, chers nordistes et chers Port-au-Précieux, unissons nos voix pour Haïti. Pour l'unité. Apprécier l'initiative d'Eloquence Club de plaidoirie. Est-ce que vous trouvez que ni équipe Pétion, ni équipe Christophe là, ils ont tous les deux été à la hauteur? Donnez-nous ça là. Vous bien pouvoir remettre plus haut. Et ça va prendre